Cameroun, Joshua aussi, candidat du principal parti d'opposition à la présidentielle d'octobre, soutient que le président camerounais Paul Biya est le seul responsable du conflit dans la région anglophone de son pays. Au Zimbabwe, à 2 jours de l'audience de la Cour constitutionnelle au sujet du recours de l'opposition qui conteste le résultat de la présidentielle, la pression monte. Le leader de l'opposition a tenu une conférence de presse. Au moins 10 personnes ont été tuées dans 2 attaques de Boko Haram au cours du week-end dans le nord-est du Nigeria, parmi elles 4 agriculteurs. Nous sommes le 21 août, mesdames, messieurs, bonjour et bonne fête à la communauté musulmane. Au moins 10 personnes ont été tuées dans 2 attaques de Boko Haram au cours du week-end dans le nord-est du Nigeria. Parmi ces victimes, on note 4 paysans qui ont été attaqués dans leur ferme par des sectes. Reportage. Le nord-est du Nigeria est en proie aux violences du groupe djihadiste depuis plus de 9 ans. Ce week-end encore, une exaction a fait plusieurs morts, dont 4 agriculteurs. En effet, des combattants sont arrivés par camion dans le village de Maïrari samedi soir, dans l'état du Borno, et se sont mis à tirer et à lancer des grenades. L'un de nos proches a été tué et nous l'avons signalé aux autorités, mais ils ont refusé de venir. Donc nous avons dû trouver un char à bœuf dans la nuit pour venir chercher le corps et l'enterrer ce matin. Je les appelle à faire venir plus de personnel de sécurité dans notre région et dans la communauté de Kaléré pour appuyer le travail de la force d'intervention civile conjointe. Et si Dieu le veut, aider tout le monde dans la communauté pour s'attaquer à ce problème. Ces attaques contre des civils interviennent après une série d'assauts lancés contre les forces de sécurité et les garnisons militaires. Muhammadu Buhari peine à tenir sa promesse électorale d'éradiquer le groupe djihadiste qui a fait plus de 20 000 morts et des millions de déplacés depuis 2009. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été donc officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Il entame donc son second mandat de 5 ans le 4 septembre. L'annonce a été faite ce lundi par la Cour constitutionnelle du Mali, dont la décision est sans appel. Reportage. La Cour constitutionnelle malienne a officiellement déclaré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta réélu. C'était à l'issue d'une audience publique d'un peu plus d'1 heure, au cours de laquelle la plus haute juridiction du pays a rejeté toutes les requêtes introduites par le candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé. Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 67,16% des suffrages au second tour le 12 août, contre 32,84% à Soumaïla Cissé, selon la Cour constitutionnelle, qui n'a retranché qu'un centième au score du président sortant annoncé par le ministère. La Cour a jugé irrecevable ou infondé par manque de preuves les recours introduits par le chef de file de l'opposition qui a appelé ses partisans à résister au cours d'une manifestation ayant rassemblé samedi à Bamako un bon millier de personnes. Soumaïla Cissé, qui, à la présidentielle de 2013, avait très rapidement reconnu sa défaite, a cette fois catégoriquement rejeté ce résultat, le qualifiant de mascarade. Selon ses propres calculs, il aurait remporté cette élection avec 51,75% des suffrages. Pour son second mandat, qui débutera le 4 septembre, Ibrahim Boubacar Keïta aura en priorité la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg. Le conflit dans la région anglophone au Cameroun, au centre de la prochaine élection présidentielle. Joshua Ishi, candidat du principal parti d'opposition à cette présidentielle d'octobre, soutient que le président Paul Biya est le seul responsable du conflit dans la région anglophone de son pays. Il l'a fait savoir au détour d'une conférence de presse. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dont Joshua aussi est originaire, sont en proie depuis fin 2016 à une crise politique qui a dégénéré fin 2017 en un conflit entre forces armées et séparatistes anglophones. L'ombre de ce conflit plane sur l'organisation en zone anglophone de l'élection présidentielle du 7 octobre, à laquelle aussi et 7 autres candidats affronteront Paul Biya, qui se représente après 35 ans au pouvoir. Nous avons un problème avec le système, et ce système
a fait en sorte que nous n'avons pas de solution politique simple à des problèmes simples. Et on a un président qui ne comprend rien à ce qui se passe au Cameroun. Ce que je dis et que je dénonce, c'est qu'il y a une responsabilité politique qui est de loin supérieure à la responsabilité des simples militaires. Si le président de la République, ministre de la Défense, commandant-chef des forces armées, envoie ses troupes tirer sur les Camerounais, c'est lui le seul responsable. Le 7 octobre, les Camerounais ont la responsabilité d'élire si ils veulent véritablement arrêter la crise qui secoue le sud-ouest et le nord-ouest, d'élire quelqu'un qui comprend cette crise-là et qui a une solution qu'on ne cache pas, qu'on a depuis le 26 mai 1990, le fédéralisme. Contrairement à d'autres candidats, Yoshua aussi se dit contre une enquête sur les accusations d'exactions qui auraient été commises par l'armée dans les régions anglophones. Il juge la crise anglophone très importante et selon lui, les Camerounais attendent des réponses claires, simples et audacieuses pour en sortir. Encore 24 heures et se tiendra donc l'audience à la Cour constitutionnelle au sujet des recours de l'opposition qui conteste le résultat de l'élection présidentielle du 30 juillet au Zimbabwe. Le leader de l'opposition du Zimbabwe, à 2 jours donc de cette fatidique rencontre, a tenu une conférence de presse. Voici la substance. La Cour constitutionnelle va tenir mercredi une audience au sujet du recours de l'opposition qui conteste le résultat de l'élection présidentielle du 30 juillet remporté par le président sortant Emmerson Mnangagwa. Arrivé au pouvoir en novembre, il a dû repousser son investiture en raison du recours de l'opposition. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher après le dépôt du recours de l'opposition déposé le 10 août. L'opposition estime qu'il y a une fraude, assurant que c'est Chamisa qui a été élu. Les membres du ZANU-PF savent qu'ils ont tout construit sur les fondements de la tromperie et des mensonges. Ils ne gagneront pas une élection dans ce pays. Le procès auquel nous assistons, c'est celui de la démocratie, le procès des élections libres et équitables, le procès d'un vrai plébiscite, et c'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir constitué et construit ensemble une équipe d'experts juridiques expérimentés et approuvés. Je comprends parfaitement l'inquiétude de la nation au sujet du recours constitutionnel à venir après la subversion de la volonté du peuple par la ZEC, avec l'aide de certains voyous qui sont parmi nous. La ZANU-PF a déposé un contre-recours et le président Emmerson Mnangagwa a répété à plusieurs reprises que le scrutin a été libre, équitable, transparent et crédible. Le scrutin, le premier depuis la chute de Robert Mugabe, resté 37 ans au pouvoir, a été remporté dès le premier tour par Mnangagwa avec 50,8% devant le leader du MDC, Nelson Chamisa, 44,3%. Saisie record de cornes de rhinocéros d'une valeur estimée à 12 millions de dollars à l'aéroport de Kuala Lumpur. Ce chargement était en route vers le Vietnam. L'annonce a été faite lundi par les autorités malaisiennes. Les 50 cornes de rhinocéros saisies pesaient 116 kilos. Les responsables de l'aéroport de Kuala Lumpur ont découvert dans le même chargement une importante quantité d'os d'animaux qui seraient ceux de tigres et de léopards. Cette saisie est la plus importante dans l'histoire de la Malaisie en ce qui concerne le nombre de cornes et leur valeur d'après les autorités. La corne de rhinocéros est très prisée au Vietnam. En effet, beaucoup lui attribuent des vertus médicinales dans la classe moyenne qui est en voie d'expansion. Le trafic de cornes de rhinocéros a été interdit en 1977 au niveau mondial par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Mais les braconniers continuent de décimer les populations de rhinocéros pour répondre à une demande persistante en Asie de l'Est. Toutes les espèces de rhinocéros sont menacées d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Beaucoup dans le monde considèrent la corne de rhinocéros comme un moyen de lutter contre le cancer. Aucune arrestation n'a eu lieu pour l'instant dans le cadre de cette affaire. Voilà qui nous conduit droit sur les terrains de jeu. On retrouve Johannes Torano juste après la transition.
Johannes Toanou, bonjour. Kodjovia Metonou, bonjour. Alors, le sport, c'est avec vous. Et puis, il faut dire qu'en Angleterre, les Reds ont joué un match en retard ce lundi. Et ceci leur a permis donc de rattraper le peloton de tête. Tout à fait, Kodjovia Metonou. Liverpool, toujours séduisant dans le jeu, est allé dominer sur son terrain Crystal Palace. 2-0, score final, pour recoller donc à ce peloton de tête en clôture de la deuxième journée. Lundi, avec 2 succès, les Reds sont à égalité avec Chelsea, Watford, Tottenham, Bournemouth et le tenant du titre, Manchester City. Les 2 buteurs sont Jordan Anderson, le capitaine, et le Sénégalais Sadio Mané, une équipe où des Africains cartonnent. Mohamed Salah est déjà intenable, tout comme Sadio Mané, ou encore un Guinéen arrivé cet été, Naby Keïta, qui joue déjà comme s'il semblait installé depuis plusieurs saisons dans l'entrejeu des Reds. Hier, il a multiplié les interventions au milieu de terrain et ses rushs ont fait très mal. Alors, est-ce que vous avez, avec ces stars que vous avez énumérés tout à l'heure côté africain, sans oublier le défenseur Vigil, est-ce que vous avez l'impression que Liverpool a toutes les chances aujourd'hui d'être champion de l'Angleterre à la fin de cette saison? Bon, pas forcément toutes les chances, parce qu'il y a une équipe qui peut aussi subir cette comparaison-là à raison, c'est Manchester City. Et ils ont gagné par exemple 6-1. Ça veut dire qu'il y a aussi des automatismes de ce côté-là. Ce sera probablement cette opposition-là qui risque de déterminer le champion. Mais ce qui pourrait être à l'avantage de Liverpool cette saison, c'est qu'ils avaient une très belle équipe qui arrivait facilement à battre les gros et à perdre des points que face aux petites équipes. C'est ce qui est arrivé à Liverpool la saison passée, et avec une équipe déjà très bonne, renforcée par notamment l'arrivée de Naby Keïta qui était au RB Leipzig en Allemagne la saison passée. C'est une équipe qui est encore mieux aguerrie avec un coach comme Jürgen Klopp. Ils ont pris un nouveau gardien aussi, il ne faut pas l'oublier. Karius a fait des bourdes en finale de Champions League face au Real Madrid. Aujourd'hui, ils ont le gardien titulaire de la sélection brésilienne, Alisson, qui est là. Donc c'est une équipe encore un peu plus huilée. Mais ce sera difficile parce que Manchester City a une équipe et un coach qui peuvent valablement tenir la comparaison. Ça se joue également du côté de l'Espagne, et c'est bien sûr l'Atlético Madrid qui s'est opposé à Valence. Quel a été donc le résultat de cette confrontation? Tout à fait, Kodjovia Metonou. Il faut signaler que ce match-là, c'est le match des challengers, des équipes qui ambitionnent d'embêter le Real de Madrid et le FC Barcelone. Et c'était donc un très beau match. Et Valence et l'Atlético Madrid se sont neutralisés, un but partout, dans ce choc hier lundi pour la première journée du championnat d'Espagne. Ils lancent un avertissement donc à leurs concurrents dans la course à la Liga. C'était à Mestalla que le match se jouait. L'Atlético a ouvert la marque grâce à Angel Correa à la réception d'un caviar d'Antoine Griezmann. C'était à la 26e minute de jeu, mais Valence, poussé par son show public, a réussi à revenir à hauteur grâce à une demi-volée splendide signée Rodrigo Moreno. C'était à la 56e minute de jeu. Les autres informations en bref avec vous sur le plan sportif toujours. Tout à fait. La première, c'est Maxime Gonalon qui a été prêté au FC Séville. L'ancien Lyonnais, peu en vue à la Roma. La saison passée a été prêté donc aux Andalous pour la saison 2018-2019. Gonalon, qui a 29 ans, fait donc le chemin inverse à Steven Nzonzi, qui avait quitté Séville pour la Roma il y a quelques jours. La deuxième et la dernière information pour le compte de cette journée, c'est une blessure, une nouvelle triste donc, mais cela va donc avec le sport. C'est la doublure d'Ederson dans la cage de Manchester City, Claudio Bravo, qui s'est rompu le tendon d'Achille du pied gauche ce lundi à l'entraînement. Le gardien international chilien se rendra à Barcelone jeudi prochain pour savoir quel protocole de soins il va suivre pour donc son tendon d'Achille. On va dire que c'est une descente aux enfers. Il était titulaire à Barcelone, il est allé à City, il a perdu son poste de titulaire, aujourd'hui il est remplaçant, et même dans la peau du remplaçant, il a encore des difficultés physiques. On va lui souhaiter un prompt rétablissement. Voilà, donc sur cette information d'espoir que nous refermons cette édition. Merci à vous, Johannes Toanou. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité sur SICA se poursuit. Restez donc câblés et en notre compagnie.